Binge audio. Il faut que je vous dise un truc. Si je me suis retrouvé dans ce bureau à discuter avec Éric Morin, c'est, et je peux le dire pour une fois au premier degré, la faute des réseaux sociaux. C'est de leur faute car c'est par eux, par Twitter précisément, que j'ai découvert et suivi sa vie de pénaliste. Il est un des membres les plus actifs du Twitter judiciaire, ce sous-réseau rempli d'avocats, de magistrats, de greffiers qui racontent le quotidien de cette partie encore très mystérieuse de notre vie démocratique, la justice. Forcément, vu la place qu'ont pris dans la vie d'Éric Morin ses plus de 40 000 abonnés, il fallait qu'on en parle. J'ai une réflexion en plus en ce moment avec mon départ assez ambivalente concernant Twitter. Quand j'y suis arrivé en 2011, je crois, on est un peu tout seul dans le désert. Bon, je sais pas trop comment ça marche, tout le monde n'y est pas, c'est d'abord un truc de journaliste. Moi j'ai découvert Twitter au moment du procès Clearstream justement, mais on était au tout début. Puis moi j'y étais pas, je comprenais pas l'intérêt. Et puis très vite c'est devenu, progressivement c'est devenu un espace où sont arrivés plein de professions judiciaires. Il y a le Twitter médical et puis il y a le Twitter juridique. Bon, puis il y a le Twitter politique et des journalistes, mais ça, Twitter a été créé pour eux. Et c'est devenu très vite aussi, pour moi, une source d'information. À tel point que très vite, on peut faire le constat qu'il ne se passait pas au début un mois, puis après une semaine, sans que Twitter m'apporte, sans que je lui ai demandé, mais parce qu'on s'abonne aussi au bon compte, une information juridique qui allait me servir dans mes dossiers. Évidemment, il y a l'arrivée des blogs, Eolas, Maître Mot, dont j'aurais quand même pas voulu oublier de mentionner le nom. Et puis après, vous avez une petite audience qui grossit. C'est bizarre, c'est étonnant, c'est arrivé à parler à l'équivalent d'un demi-stade de France, quoi. C'est pas rien. Et en même temps, ça l'est un peu. Voilà, aujourd'hui, je suis dans une réflexion. Quittant la profession, je ne sais pas si je resterai sur Twitter. On verra bien. Mais en tout cas, j'y ai fait des très très belles rencontres, en vrai. Et aujourd'hui, en tout cas hier, je m'y amusais beaucoup encore. C'est transverse, c'est transprofessionnel, même si les avocats y sont très présents, mais avocats, magistrats, notaires, policiers, gendarmes, et puis des exercices professionnels très différents, avec des personnalités très différentes, donc un vrai débat quand il a lieu, dont les deux blogs dont j'ai parlé, là ces mots, cherchaient à donner une certaine pédagogie de la justice, encore une fois parce que le français ne va pas voir ce que c'est que la justice, et on essayait d'apporter, après, modestement, les autres avocats, quelques éclairages sur des audiences, en faisant des live tweets d'audience. Je me souviens même que mon premier live tweet, je me suis fait presque reprocher par des journalistes de faire, moi, avocat, un live tweet, comme si c'était réservé aux journalistes. Et tout d'un coup, finalement, voilà, une sorte d'agora qui aujourd'hui a sans doute beaucoup changé, va encore changer, mais quel pied on a pris quand même. On peut dire un mot de Maître Mot, du coup, justement. Bien sûr. Donc Maître Mot, c'est Jean-Yves Moyard, c'était un avocat du Nord. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment vous le rencontrez ? Je le rencontre via Twitter, voilà. Je commence à avoir une petite audience. Alors bon, du coup, il s'intéresse à moi. On commence à échanger. Puis un jour, on se rencontre place Dauphine, derrière le Palais de Justice de Paris. Lui, avocat pénaliste lillois. Et puis ça match, quoi. Enfin, voilà. On se fait plus beaucoup d'amis à partir de 40 ans, mais là, ça a matché. Et donc, voilà, on devient amis. C'était un homme merveilleux, voilà, qui manque beaucoup, qui a beaucoup apporté justement dans cette humanité que la justice peine parfois à faire transparaître.
qu'a raconté ses histoires dans un livre qui avait eu un petit succès d'estime, qu'il avait publié aux éditions de la Table Ronde. Et au moment de sa mort, le 20 février 2021, je reçois un appel du patron des arènes, Laurent Beccaria, qui me dit « Est-ce que ce livre est disponible ?» Et il se trouve qu'effectivement, il venait de récupérer les droits du livre de la part de son précédent éditeur quelques mois avant. Et on décide de rééditer ce livre avec quelques histoires nouvelles, avec l'accord de sa femme, en ajoutant une préface. Et ce livre s'est vendu à plus de 20 000 exemplaires à ce jour. Et il va être adapté, puisqu'on a cédé les droits d'adaptation à Daniel Auteuil, et il va être adapté prochainement dans un format que j'attends encore, soit télévisé, soit cinématographique, soit sous forme de série. Et lui, le petit pénaliste de province, comme il disait, il y a ce très beau mot de notre ami commun Julien Delarue, qui est avocat à Lille, qui avait dit au moment des obsèques où on était peu nombreux parce que c'était limité à cause du Covid, même s'il y avait beaucoup de monde dehors. Il avait eu cette phrase merveilleuse que je jalouse de ne pas avoir eue, mais c'est la sienne et elle est tellement belle. On a vu pour la première fois le bruit que faisait un réseau social qui pleure. Et c'est vrai que lorsque j'étais chargé d'annoncer sa mort, c'était un samedi, il était 13h, il y a eu une sorte de traînée de poudre absolument inouïe, qui a duré longtemps et qui dure encore. La grande force de Maître Mot, c'était justement de raconter la réalité de la justice. Oui, puis il le faisait avec humour sur lui-même aussi. Sur son physique notamment. Sur son physique, voilà. Mais avec cette humanité absolument dingue qui se dégageait de lui. Je crois qu'il n'avait pas assez conscience du talent qu'il avait. Mais il est mort aussi parce que il n'a pas eu le temps de se soigner, parce que à courir tout le temps, trop vite, tout le temps, eh bien, on laisse sa santé sur le côté. Et ça, c'est un drame que connaissent aussi d'autres professions. Vous êtes aussi devenu à un moment l'avocat du cyberharcèlement. Je le dis un peu vite, bien sûr, mais en tout cas, vous vous êtes retrouvé aussi dans ces dossiers-là à devoir défendre des personnalités publiques qui étaient assaillies de messages orduriers ou injurieux, voire pire. Oui, ça démarre. Peut-être eu quelques dossiers ça et là, mais sans grande ampleur. Mais ça démarre avec l'affaire de Nadia Dame, journaliste chroniqueuse sur Europe 1 et sur Arte, et qui se retrouve la cible de dizaines de milliers de messages haineux. Et là aussi, j'ai découvert, par curiosité, tout un pan du code pénal. On ne le connaît pas entièrement. D'ailleurs, le législateur ferait bien d'arrêter de nous créer des nouveaux délits tout le temps. Ni les avocats ni les magistrats n'ont les moyens de les comprendre, les absorber et de les mettre en œuvre. Et j'ai découvert effectivement un pan passionnant du droit pénal, un pan passionnant aussi de la communication qu'on pouvait faire autour de ces problématiques. Et puis surtout, ces problématiques, elles n'étaient pas isolées, et que c'était pas les infractions de demain, que c'était déjà les infractions d'aujourd'hui, et qu'il fallait que les tribunaux le prennent à bras-le-corps. C'est loin d'être le cas, c'était encore moins le cas il y a 5 ans, c'est encore loin d'être le cas, mais les choses avancent. C'est surtout des investigations qui sont parfois impossibles, parce qu'on a créé des monstres, en laissant ces plateformes se développer, en créant et en adoptant leurs propres règles,
qui ne sont pas les règles ni françaises ni européennes, même si on nous dit que les choses vont changer. N'empêche que ça prend du temps et que c'est encore loin d'être le cas. Donc ce sont des enquêtes qui sont longues, parfois qui n'aboutissent pas. Et puis il faut le dire clairement, la justice n'est pas outillée pour enquêter et pour faire aboutir tous ces dossiers. On a mis plusieurs années, presque 3 ans, avant d'identifier certains auteurs du cyberharcèlement subi par la chanteuse Oshi. Lorsqu'on est arrivé pour Nicolas Hénin, le journaliste et ex-otage, avec plus de 100 000 messages sur un disque dur, la police nous a dit nous on n'est pas capable de les analyser. Entre cette masse qui a aujourd'hui envahi nos vies, clairement, la facilité avec laquelle finalement les cyberharceleurs peuvent harceler, puisqu'il suffit juste d'être pas courageux et lâche, et 2, d'avoir un ordinateur ou un smartphone. Donc c'est assez facile, la nature humaine étant ce qu'elle est. Il y a aujourd'hui une vraie nécessité de prendre ce phénomène à bras-le-corps. Ça arrive, mais c'est lent. Ces affaires et ces procès, ils ont la grande particularité, et c'est leur côté saisissant d'ailleurs, de donner vie et corps à ces personnages justement qu'on connaît sur internet, ces trolls, ces personnes qui viennent insulter, voire pire bien sûr, harceler derrière. D'un seul coup on les voit, d'un seul coup ils sont là, ils sont à l'audience physiquement. Ils sont tous un peu pitoyables, Voilà, soit ils regardent leur pompe, soit ils sont dans une sorte de revendication militante. C'est un petit peu plus rare parce qu'en général l'ambiance d'un tribunal correctionnel calme un petit peu le jeu. Mais oui, c'est des petites gens avec un pouvoir immense qui est celui de pouvoir atteindre à travers un écran des victimes. Avant de se quitter, il restait au moins un aspect pour que le tableau soit vraiment complet à évoquer avec Éric Morin. Un aspect décisif de sa vie professionnelle et publique. Le vin. Pas n'importe lequel, et pas dans n'importe quelles conditions. D'où ma question. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans le vin quand on est avocat, à part pour oublier certains dossiers? À part pour oublier certains dossiers, non, mais j'étais à l'origine d'un mouvement culinaire qui s'appelle toujours Omnivore, et au tout début d'Omnivore, en 2005-2006, il y avait un salon des vins dit nature, que je connaissais absolument pas, qui s'était greffé dans le premier festival qu'on avait organisé au Havre avec Luc Dubanchet et Sébastien Demorand. Et je rencontre à ce moment-là un vigneron qui s'appelle Nicolas Roux, qui est en Anjou, qui fait du vin, d'Anjou, Chinon. Et je bois son vin, voilà. Et j'ai une sorte de chemin de Damas où je découvre, je buvais du vin, mais je buvais d'abord des étiquettes, j'allais dans des étoilés, je connaissais pas la nouvelle cuisine, à la faveur d'Omnivore, je la découvrais, et je l'ai encore plus découvert, et puis j'ai surtout découvert un breuvage que j'avais jamais vu. Et on l'aura peut-être compris, je suis un petit peu curieux, donc j'ai voulu comprendre. Nicolas Roux cherchait un avocat pour des affaires personnelles, pas liées au vin. Je deviens son avocat, on devient amis. Et puis il donne mon nom ensuite à des vignerons qui connaissaient un certain nombre de tracas administratifs dont seule l'administration française a le monopole, quoique d'autres pays y arrivent aussi, très bien. Et c'est comme ça que, de curieux, je deviens encore plus curieux de comprendre comment ça marche. Je me plonge dans les délices des cahiers des charges, des appellations. Et je deviens l'avocat de ces vignerons un peu rebelles, voire même parfois très rebelles, qui avant n'avaient personne, qui transigeaient sur leurs droits, qui s'écrasaient ou alors qui faisaient pas de bruit. Et là, tout d'un coup, on a dit maintenant on va se défendre. C'est des problèmes d'étiquetage, c'est des problèmes d'acidité volatile. C'était la plupart du temps des vignerons qui faisaient le choix de ne pas aller dans les appellations pour ne pas être dans un carcan, et donc qui déclaraient leur vin en vin de France. Mais quand vous êtes en vin de France, vous n'avez pas beaucoup de droits en fait. Voilà, vous n'avez pas le droit d'utiliser un certain nombre de mots qui sont des mots valorisants. Même si vous habitez dans un château, vous n'avez pas le droit d'appeler votre vin château ceci.
À l'époque, vous n'aviez même pas le droit de mettre le millésime, vous imaginez ? Quand même une information importante pour... donc toutes ces problématiques-là, plus certaines problématiques douanières ou des problématiques de marque, eh bien, je me suis plongé dedans, et de l'affaire Olivier Cousin à l'affaire Alexandre Bain, et puis maintenant à des dizaines de vignerons qui me font confiance et qui font confiance à mon équipe, qui est aussi formée en droit de la vigne et du vin. J'ai découvert ce milieu, j'ai goûté beaucoup, j'ai compris. En tout cas, je me suis formé, je suis vraiment allé à la vigne, je suis vraiment allé au chai, et aujourd'hui, je ne bois plus que ces vins qui sont débarrassés de tous les intrants qu'on peut mettre dans le vin, puisque je rappelle qu'on peut mettre jusqu'à 134 produits différents dans le vin. Et c'est bien meilleur. Et ce sont des vignerons qui ont les pieds dans la terre et les mains dans la vigne, et que j'aime profondément. Pour terminer, évidemment, il me restait une dernière question avant qu'on referme le livre de ses 25 années d'exercice et qu'Éric Morin dise adieu à son métier et à sa robe. Une question toute bête. Qu'est-ce qui fait qu'on arrête d'être avocat ? Parce qu'on n'a plus la même envie. Je ne pense pas qu'on puisse faire ce métier avec moins d'envie. Parce que si on a moins envie, on le fait moins bien. Si on le fait moins bien, on a moins envie. Et on est dans une sorte de cycle qui n'est pas ni vertueux ni satisfaisant. Je pense que la génération qui vient après moi, elle aura non seulement une deuxième vie, mais aussi une troisième vie, une quatrième vie. Cette génération, on le voit bien, elle se dit pas, je ferai le même métier, que ce soit avocat ou autre, toute ma vie. Moi, je suis entre les deux, entre cette génération de 70 ans d'avocats de 70 ans qui mourront en robe et qui n'envisagent pas de faire autre chose, et d'ailleurs qui ont été les premiers surpris, peut-être même critiques de ma décision. Et puis cette génération qui vient, qui ne va pas s'enfermer à vie dans une seule et même profession, fût-elle une vocation d'ailleurs. Donc il était temps que je parte. J'ai une belle équipe. Il était important, une fois que cette décision a été prise, d'abord de les prévenir, de voir si elles voulaient continuer, parce qu'elle n'est que féminine. C'est pas un choix, mais c'est très bien ainsi. Après, prévenir les clients, prévenir mes associés, et puis faire en sorte que les dossiers qui sont en cours continuent avec la même envie, peut-être une plus grande impulsion, un nouvel œil, un œil neuf. Et puis moi, je vais m'effacer progressivement et je vais me retrouver sur les bords de Loire, dans cette belle région que j'aime tant. Merci à Éric Morin pour son temps et ses réponses. Merci à ma camarade Nadia Dame d'avoir aidé à ce qu'on se rencontre. Merci à Estelle Collat qui a réalisé ces 5 épisodes de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.